Roderick elle-même se tenait au sommet d'une colline jonchée de cadavres, son corps tout entier imprégné d'une épaisse aura de sang. Le regard fixé sur le champ de neige blanc au loin, il reconnut Ash devant lui. Il tourna légèrement la tête et demanda à Ash ce qu'il faisait là, affirmant se souvenir parfaitement de lui avoir confié l'expédition à la conquête de l'Est. Serrant son bras blessé, le visage maculé de sang, Ash répondit dans une fureur à peine contenue qu'il était venu dans le seul but d'abattre Roderick. À ces mots, les yeux de Roderick s'illuminèrent d'une lueur cramoisie tandis qu'il le fixait. Face à son père adoptif, une épée ensanglantée à la main, Ash l'accusa d'avoir dès le départ eu l'intention d'utiliser son unité comme leurre et de s'en débarrasser une fois leur mission accomplie, lui demandant avec amertume si cette analyse était erronée. Les yeux dorés emplis de haine, Ash l'appela « père ». Roderick fronça les sourcils, visiblement mécontent, et répondit froidement qu'un tel destin était la seule raison d'être d'une existence sans elle comme celle d'Ash, le traitant de fils insensé. Il prononça ensuite le nom complet d'Ash avec une emphase délibérée. Les pensées d'Ash dérivèrent vers le blason de la famille pourpre, de la maison d'elle-même, la plus prestigieuse lignée militaire du continent, qui avait depuis longtemps juré allégeance à la famille royale. Il se souvint comment le chef de cette maison, Roderick elle-même, avait été vénéré comme le seul détenteur des 7 ailes dans tout le pays. Il se rappela l'image de Roderick, debout, fier, sous l'emblème familial, assis sur le trône de l'autorité. Puis un autre souvenir lui revint, celui de Roderick le sauvant sur un coup de tête alors qu'il n'était qu'un nourrisson mourant, abandonné dans une tempête de neige aux côtés d'une femme. Ash se dit que c'était précisément pour ce geste qu'il avait passé sa vie à tout faire pour s'acquitter de cette dette. Un autre souvenir encore lui revint, lui, gisant au sol, le visage ensanglanté, une épée de bois brisée à ses côtés, tandis que ses 2 frères, non loin de là, riaient de façon moqueuse. Il se rappela comment, dans leur jeunesse, ils s'étaient moqués de lui, déclarant qu'un être sans ailes, sans même un emblème, n'avait pas le droit de se surestimer. Ash conclut avec amertume qu'il lui manquait les ailes nécessaires pour rembourser sa dette envers son père. Ses pensées se tournèrent vers les emblèmes ailés gravés dans le dos de Roderick, et vers cette croyance selon laquelle plus on possède d'ailes, plus grand est le pouvoir magique qui sommeille en soi. Il songea avec angoisse qu'étant le seul membre de la maison ducale incapable d'utiliser la magie, il avait été qualifié de « sans ailes » par ses frères. Malgré tout, Ash n'avait rien fait d'autre que s'accrocher désespérément à son épée. Il se souvenait de ses entraînements acharnés avec des pieux en bois, de ses séances de pompes interminables où il s'était déshabillé jusqu'à transpirer à grosses gouttes, et de la façon dont il avait continué à se muscler malgré les tempêtes et les pluies torrentielles, animé par la seule conviction qu'un jour, une telle dévotion serait récompensée. Cette conviction l'avait conduit sur le champ de bataille où il avait combattu aux côtés de ses 2 frères dans une forêt enneigée. Il se rappelait s'être caché derrière un arbre, observant attentivement les alentours, jusqu'à ce que tous 3 soient saisis par l'apparition soudaine de nombreux ennemis. Quelqu'un avait crié, incrédule, ils étaient pris en embuscade. Revenant au présent, Ash interrogea Roderick, lui disant qu'il l'avait suivi et avait cru en lui jusqu'à cet instant, et exigea de savoir si cette trahison était la réponse qu'il avait reçue. Roderick le toisa de ses yeux injectés de sang, le considérant comme un simple insecte, et rétorqua qu'un outil comme Ash n'avait aucun droit à l'espoir, lui ordonnant de partir sur le champ, le jugeant insignifiant. En entendant ces paroles impitoyables, Ash se tut. Puis, sans hésiter, il se jeta en avant, son épée à la main, appelant toujours Roderick, père. Les yeux brillants d'une lueur dorée et meurtrière, il abattit sa lame, reconnaissant amèrement sa propre folie d'avoir cru en lui. Il y mit toute sa force, déplorant que faire confiance à Roderick ait été sa plus grande erreur. Cependant, l'attaque ne laissa qu'une légère entaille au col du vêtement de Roderick, ce qui provoqua un rictus de mépris. À cet instant, les 2 frères d'Ash utilisèrent la magie pour invoquer des chaînes écarlates qui l'entravant complètement. Leurs yeux brillaient d'un amusement cruel tandis qu'ils abattaient leurs épées, lui tranchant un bras et une jambe. Lié et assailli de toutes parts, Ash cracha une giclée de sang. Alors qu'il s'effondrait face contre terre dans la neige, son frère aîné se moqua de lui, remarquant qu'Ash n'avait toujours pas compris sa place. Il railla le destin tragique d'un être sans ailes. Debout aux côtés de Roderick, le second frère ajouta qu'une personne comme Ash était plus à son aise ramper ainsi au sol. Serrant sa main restante, Ash trembla de rage et demanda faiblement pourquoi on l'avait recueilli si c'était pour finalement le jeter. Roderick s'accroupit alors devant lui et lui dit froidement de ne pas se faire d'illusions, affirmant qu'il ne lui avait jamais été utile. Saisissant Ash par les cheveux et lui forçant la tête à se relever, Roderick révéla, entre ses dents serrées, que ce qui avait vraiment compté, c'était le pouvoir des 7 ailes qui résidait dans le corps d'Ash. Perplexe,
H demanda à Rodri ce que ces 7 L signifiaient. Rodri le lâcha et répondit avec moquerie que la mère d'H avait été bien utile. Se détournant, il ajouta qu'elle avait donné naissance à une graine comme H uniquement pour lui. Tandis que le dos de Rodri disparaissait peu à peu à l'horizon, H tendit la main désespérément et le supplia d'attendre, exigeant de savoir de quoi il parlait. Pendant ce temps, ses 2 frères levaient leurs épées au-dessus de lui, leur soif de sang débordant, tandis qu'H continuait de supplier pour obtenir des réponses. Après un laps de temps indéterminé, la vision d'H se brouilla et il aperçut une main gisant dans une mare de sang, ne ressentant que le froid. Luttant pour ouvrir ses yeux qui se fermaient, il se demanda si c'était là qu'il allait mourir. Regardant la neige tomber sans fin du ciel, H s'interrogea, au plus profond de sa conscience déclinante, sur le sens de sa vie. Soudain, les cloches de l'église se mirent à sonner. Enveloppé dans des langes, le garçon évalua silencieusement sa situation, sentant que tout autour de lui était blanc et légèrement chaud, et se demandant s'il s'agissait de l'au-delà ou simplement de neige. Quelques instants plus tard, H éternua bruyamment et, confus, il écarquilla les yeux. Il comprit rapidement qu'il n'était pas dans l'au-delà, mais bien dans la réalité. Tandis que les cloches continuaient de résonner, il découvrit qu'il était dans les bras d'une femme, ce qui le fit sursauter de stupeur. Il se demanda où il se trouvait. Lorsqu'il tenta de bouger le pied, il s'interrogea sur le petit corps qu'il habitait. Levant son petit doigt, il douta que cela lui appartienne vraiment, remarquant qu'il s'agissait indubitablement du corps d'un nourrisson. C'est alors seulement qu'H paniqua en réalisant qu'il était redevenu un bébé. Après un moment, une fois qu'il eut accepté à contre-cœur cette réalité, il commença à regarder autour de lui. Voyant la femme qui le tenait dans ses bras, H se demanda en silence si elle était morte. À cet instant, lorsqu'il déclencha instinctivement une recherche, des grappes de petites lumières dorées apparurent. À travers elles, H vit un groupe de cavaliers galoper dans la neige, criant qu'il fallait retrouver la femme à tout prix, insistant sur le fait que dans un tel blizzard, elle n'avait pas pu s'enfuir bien loin. Le capitaine, fronçant les sourcils, cria aux soldats derrière lui que, pour l'honneur de leur Roderick, ils devaient récupérer le nourrisson qu'elle avait emmené. Lorsque les lumières dorées s'estompèrent peu à peu, H fut si terrifié que des sueurs froides le parcoururent. En entendant le nom de Roderick, il fut bouleversé. Il se demanda ce qui venait de se passer et s'ils avaient vraiment mentionné leur Roderick. Il comprit avec effroi que l'homme en voulait au bébé et fit immédiatement le lien avec lui-même, se demandant s'il le recherchait. Ses yeux dorés s'écarquillèrent de peur lorsqu'il se souvint avoir entendu dire qu'il avait lui-même été enlevé par une nuit de neige semblable à celle-ci. Ce souvenir lui fit entrevoir l'absurde possibilité d'être retourné dans le passé. Bien que l'idée lui sembla parfaitement ridicule lorsque les lumières dorées réapparurent et que l'image des cavaliers chargeant dans la neige lui revint en mémoire, H tressaillit et jeta un coup d'œil dans une direction, décidant de tout vérifier plus tard. Il se débattit alors, luttant pour échapper aux bras raides de la femme, se répétant que s'il restait là, il tomberait inévitablement entre les mains de la maison ducale. La peur se mua en motivation et il était trempé de sueur. H tendit la main. Une énergie spirituelle dorée jaillit de tout son corps tandis qu'il rampait, centimètre par centimètre, serrant les dents de détermination et se disant qu'il devait s'éloigner de là aussi loin et aussi vite que possible. Sa minuscule main s'abattit sur le sol enneigé, provoquant un nuage de vapeur. Tandis qu'il continuait de ramper, il jura intérieurement, sentant sa respiration s'accélérer. À chaque mouvement, ses mains irradiaient davantage de chaleur, faisant fondre la neige sous elles, et il eut l'impression que ses membres étaient brûlants. Il n'eut aucune idée du temps qui passa, mais finit par réaliser qu'il avait creusé une longue tranchée dans la neige. Se donnant du courage, il résolut de survivre, même s'il devait ramper jusqu'au bout. Le visage couvert de crasse et le corps ruisselant de sueur, il serra les dents et continua d'avancer, réaffirmant sa détermination à vivre. Se remémorant l'image de lui tendant la main vers le dos de Roderick qui s'éloignait, H jura intérieurement qu'un jour il prendrait tout à leur Roderick. Cependant, sa vision s'obscurcit peu à peu, malgré sa progression. Finalement, son corps s'affaissa et il s'écroula sur la neige. Quelque temps plus tard, des pieds s'arrêtèrent devant lui. Une fillette aux cheveux blancs se retourna vers l'homme derrière elle et appela son père, lui indiquant qu'elle avait trouvé quelque chose. Le baron Hickfield, sous le choc, fronça les sourcils et laissa échapper un cri d'incrédulité. Il prit H dans ses bras, se demandant ce que faisait un bébé dans un endroit pareil. En observant attentivement H, il remarqua soudain quelque chose d'inhabituel et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait bien d'un nourrisson. En contemplant le long chemin tracé dans la neige, le baron Hickfield resta stupéfait,
se demandant si l'enfant avait réellement parcouru une telle distance à quatre pattes. Pris de sueur froide, il fixa Ash endormi dans ses bras et se demanda qui pouvait bien être cet enfant. C'est alors qu'Ash fut pris dans les bras d'une silhouette mystérieuse, tandis que l'homme continuait de s'interroger, incrédule, sur l'identité de cet enfant. Dans son rêve, Sacha vit un enfant aux cheveux roux qui le désignait du doigt et se demanda où il se trouvait et qui était cet enfant. Soudain, alors qu'il était encore à moitié endormi et murmurait que c'était un ange, il fut brusquement tiré du sommeil par une petite main qui lui attrapa le nez. En ouvrant les yeux, il vit les visages curieux d'enfants de tous âges penchés sur lui. Certains s'exclamèrent avec enthousiasme que le petit venait d'ouvrir les yeux, tandis qu'un autre leur disait de ne pas se moquer de lui, sinon il lui arracherait son joli petit nez. Une bousculade chaotique s'ensuivit, certains lui attrapaient les bras, d'autres lui tiraient les jambes, et Sacha pâlit, se demandant bien ce qui se passait. Finalement, l'aîné dut le prendre dans ses bras pour le protéger des autres enfants. Mais Sacha, n'y tenant plus, sauta de ses bras, surprenant tout le monde. Rampant au sol, il tendit la main pour s'échapper, se demandant avec angoisse ce qui se passait. Soudain, l'enfant aux cheveux roux poussa un cri et se précipita vers lui, tandis que sa sœur aînée leur criait de s'arrêter. Les enfants l'ignorèrent et se lancèrent à la poursuite d'Ash, le forçant à fuir grâce à la magie, tout en se demandant avec crainte et ressentiment pourquoi ils le poursuivaient. Le visage sombre, Ash tendit la main, une énergie dorée irradiait de tout son corps et ses pupilles brillaient soudainement. Après une explosion assourdissante, Ash traversa le plafond et fut propulsé dans le ciel, se demandant intérieurement s'il volait et réalisant qu'il s'agissait de magie. Incapable de maîtriser sa force, il commença à chuter. Voyant le toit à portée de main, Ash agita les membres de terreur, persuadé de ne plus pouvoir se contrôler et d'être en train de tomber. Impuissant, il ferma les yeux très fort et se résigna à son sort. Mais, ne ressentant aucune douleur, il ouvrit prudemment les yeux et vit qu'un homme le tenait dans ses bras. L'homme fit remarquer qu'Ash était en train de tomber du ciel et qu'il était vraiment un enfant étrange. Reconnaissant l'homme, Ash fut pris de sueur froide et de panique intérieure en réalisant qui il était. Voyant l'air sévère de l'homme, Ash fut certain qu'il s'agissait du vicomte Ifrid, le frère aîné du duc Rodri. Pensant à la maison où il se trouvait, Ash fut submergé par la confusion, se demandant s'il pouvait s'agir de l'autre famille elle-même. Il se souvint que l'homme était Ifrid elle-même, le chef de la famille vicomte, une branche de la lignée elle-même. Visualisant le choc de deux épées dorées, Sacha repassa en revue ses connaissances sur le comte Ifrid, se rappelant qu'il avait jadis combattu aux côtés de son jeune frère Roderick, l'un des deux piliers chargés de protéger la famille royale. Cependant, Sacha se souvint que le comte Ifrid qu'il avait connu avait péri lors d'une guerre civile et que sa mort avait entraîné la destruction du portrait de famille et la chute de sa maison. En observant ses petites mains dans le présent, Ash fut certain d'être retourné dans le passé. Incrédule, il se prit le front et regretta intérieurement d'avoir tenté de fuir la maison ducale pour finalement être recueilli par son frère aîné. Ash tressaillit soudain lorsque l'épouse du vicomte Ifrid lui caressa le visage avec compassion et lui demanda si la magie de l'enfant s'était emballée et l'avait projeté au loin. Il entendit alors le vicomte Ifrid confirmer que cela semblait être le cas et qu'il savait que l'enfant n'était pas un bébé ordinaire. Loin d'être effrayée par ces mots, la vicomte regarda Ash avec encore plus de tendresse. Elle le serra plus fort dans ses bras et le rassura, lui disant que cela avait dû être effrayant et qu'il était désormais en sécurité. Ébloui par une telle chaleur, Ash écarquilla les yeux et la regarda tandis que le vicomte Ifrid lui souriait doucement. Soudain, le vicomte tendit la main vers Ash et déclara que l'enfant possédait un pouvoir inimaginable. Il souleva alors le dos du vêtement d'Ash et lui expliqua que la marque sur son dos en était la preuve. Dans le miroir devant lui, Ash aperçut la marque rouge et, intérieurement, il eut un hoquet de surprise en reconnaissant les 7 ailes. La voyant clairement, Ash fut pris de sueur froide, se demandant pourquoi elle se trouvait sur son corps. Soudain, il fronça les sourcils et comprit la vérité avec panique. Se rappelant une scène de sa vie antérieure où Rodri lui avait attrapé les cheveux et déclaré que ce dont ils avaient besoin, c'était du pouvoir des 7 ailes qui résidait en lui, Ash comprit enfin. Au même instant, il se souvint de l'image de la main immense de Roderick agrippant le col de son nouveau-né et le tirant d'un tas de neige, portant le petit Ash sous son bras sans la moindre affection. À ce moment, se remémorant tout, Ash brûla de rage. Il pensa que cet homme l'avait pris dans ses bras uniquement pour lui voler les 7 ailes et se dit amèrement qu'il était ironique qu'on le traite de sans ailes après s'être arraché les siennes et qu'on ose encore se comporter ainsi. Soudain, Lady Igfrid, comtesse de Victoria, leva la tête, l'air soucieux, et demanda à son époux ce qu'il devait faire de l'enfant. Le comte Igfrid garda le silence, fronçant les sourcils. Ash lui-même fronça les sourcils,
inquiet, car il pressentait que la situation était grave. Serrant sa petite main avec force, il se répéta qu'il ne pouvait laisser ce pouvoir tomber entre les mains d'elle-même et qu'il lui fallait ce pouvoir pour se venger. Contre toute attente, le comte Ifrit déclara qu'il prendrait le garçon comme fils adoptif. Ces paroles laissèrent Ash stupéfait. Le comte lui tendit la main et lui caressa doucement la tête en lui expliquant que l'enfant était encore un oisillon qui ne pouvait même pas voler seul. Ash vit alors deux paires d'yeux d'où le regarder tandis que le comte affirmait fermement que, jusqu'au jour où le garçon choisirait de prendre son envol de son propre chef, il prendrait la responsabilité de l'élever. Les yeux d'Ash s'écarquillèrent, emplis d'émotion et d'étonnement. Soudain, un grand fracas retentit et deux fillettes tombèrent face contre terre dans la pièce. Voyant apparaître ses 5 enfants, le comte Ifrit leur demanda si elles avaient entendu la conversation. L'aînée se redressa nerveusement et balbutia qu'elle s'était seulement inquiétée pour l'enfant. Peu après, une petite fille rousse entra en courant, portant son nouveau-né, et appela la comtesse Vic, « Maman ». Ignorant le bébé qui la pressait contre le visage, elle regarda avec curiosité Ash dans les bras de sa mère et lui demanda son nom. La comtesse victorieuse ferma les yeux et sourit pensivement, disant qu'elle y réfléchirait. Puis, elle souleva Ash vers la fenêtre baignée de clair de lune argentée et annonça qu'il s'appellerait Aster, expliquant que c'était le nom d'une nouvelle étoile qui naissait dans leur maison. Le temps passa vite. 10 ans plus tard, dans une luxueuse villa, des soldats se tenaient au garde-à-vous devant le portail pour accueillir une calèche. Un serviteur s'inclina devant l'homme qui en descendait et déclara respectueusement qu'ils attendaient leur Ifrit. Tandis qu'il passait, un garçon descendait de la calèche qui le suivait. Aster apparut, une épée à la ceinture, se tenant droit. Il se tourna ensuite et tendit poliment la main à une fillette rousse pour l'aider à descendre, lui recommandant de faire attention où elle mettait les pieds et l'appelant sœur Alphine. L'enfant rousse qui avait jadis pincé le nez d'Aster était devenue une belle jeune fille, et elle sourit en le remerciant. Aster se racle la gorge regarda tendrement sa plus jeune sœur s'éloigner avant de la suivre. Tout en imaginant quelqu'un maniant une épée et libérant une énergie dorée semblable à la foudre, Aster expliqua que le bal des épées était un rassemblement mondain annuel organisé par une certaine maison du Galles ou elle-même. Il représenta une jeune fille exécutant une danse des épées et laissant derrière elle des traînées de feu en forme d'arche. Il poursuivit en précisant qu'il s'agissait d'un événement réservé aux nobles maréchaux. Enfin, visualisant un jeune homme décochant un coup d'épée chargé d'énergie bleue, Aster ajouta que si ce bal permettait aux nobles de consolider leurs liens, c'était aussi une scène où chaque maison mettait en valeur ses jeunes épéistes prometteurs, porteurs de son nom. Après cela, Aster et Alphen suivirent le vicomte Ifrit dans la villa. Tandis qu'il passait, la foule murmurait que la famille des vicomtes était revenue uniquement pour se ridiculiser, faute d'héritier. On disait aussi qu'ils avaient adopté un inconnu venu d'un lieu inconnu. Des regards rouges et scrutateurs continuaient de les foudroyer, tandis que l'on se moquait de savoir combien de temps encore il traînerait le nom d'elle-même dans la boue. Aster poursuivit son chemin, ignorant ceux qui le prenaient pour cible, certains insinuant qu'il devait être le garçon en question. À côté, Alphen prit la parole d'un ton irrité pour le rassurer, lui disant de ne pas se laisser abattre. Cependant, sa main tremblante et crispée trahissait sa colère. Elle ajouta qu'en ce lieu, la moindre faiblesse était fatale. Aster jeta un coup d'œil à sa main tremblante. Soudain, le vicomte Ifrit, qui marchait devant, prit la parole et attira l'attention d'Aster en déclarant « Voilà où en est la maison du vicomte ». Il se retourna alors, se planta devant la porte et dit à Aster qu'il tenait à ce qu'il voie cela. Aster resta silencieux, écoutant le comte Vic lui demander s'il était déçu. Les yeux flamboyants, Aster sourit et répondit qu'il ne l'était pas et que cette froideur lui convenait parfaitement. À ces mots, le comte Vic, Ifried, éclata de rire et déclara que c'était rassurant. Aster se remémora soudain sa défaite dans sa vie antérieure et pensa qu'en tant que déshonoré de la maison elle-même, il avait fait une entrée fracassante dans la haute société, un monde empli de souvenirs amers. À présent, l'épée à la ceinture, Aster était convaincu que, grâce au retour des 7 ailes, il était différent. Son regard froid se porta sur une fenêtre éclairée, à un étage intermédiaire. Les 2 fils de Roderick, debout près de la fenêtre, contemplaient l'extérieur avec arrogance. Aster leva la tête et fronça les sourcils. Résolument, il suivit son père adoptif à l'intérieur, se disant qu'il était temps de commencer. Les yeux dorés et déterminés, Aster esquissa un sourire et déclara qu'il ferait une entrée fracassante dans la haute société. Sur l'estrade, des étincelles jaillirent après une série de chocs retentissants, comme si l'on avait jadis vu une époque où les chevaliers régnaient sur le monde. Un jeune épéiste, serrant la poignée de son épée à 2 mains et malgré son visage tuméfié,
serra les dents et lança une nouvelle attaque. Son adversaire, non moins blessé, riposta avec résolution, car on croyait qu'un chevalier devait allier force et grâce. Lorsque leurs épées s'entrechoquèrent violemment, la foule alentour acclama bruyamment, proclamant que la force était synonyme d'habileté à l'épée. Le garçon aux cheveux bruns repoussa violemment l'épée de son adversaire, le forçant à reculer et à esquiver, tandis que l'on proclamait que la grâce était synonyme de gloire. Les deux garçons se chargèrent de nouveau, chacun animé par la volonté de vaincre l'autre, car on disait qu'un seul élément prouvait qu'un chevalier possédait ces deux qualités. Soudain, un emblème bleu en forme d'aile apparut sur le dos de la main du garçon aux cheveux bruns. Il abattit son épée, imprégné d'énergie, et frappa son adversaire, brisant la lame de ce dernier. Au même instant, son adversaire, sous le choc, écarquilla les yeux et resta bouche bée, incrédule face à sa défaite. Le garçon aux cheveux bruns leva son épée au ciel sous les acclamations tonitruantes de la foule, tandis que l'on proclamait que l'emblème ailé, qui brillait désormais intensément sur le dos de sa main, était le symbole ultime de tout. Depuis la salle d'observation, Alphine, le menton appuyé sur sa main, constata que l'atmosphère était toujours d'une intensité folle. Pensant à ses deux sœurs aînées restées à la maison, elle fit un geste de la main, comme pour dire, pas étonnant que sœur Amie et sœur Flamme n'aient pas voulu venir. À côté d'elle, le visage d'Astère s'assombrit de tristesse au souvenir des rires moqueurs de sa vie antérieure. À cette époque, il n'était que l'enfant vaincu, l'épée brisée, la tête baissée devant son frère aîné adoptif. Soudain, Alphine se pencha et l'interpella, lui demandant s'il était nerveux, car c'était son premier festival de danse à l'épée. Astère sourit largement et le nia, affirmant qu'il ne l'était absolument pas, même s'il ressentait une certaine nostalgie. En entendant cela, Alphine le regarda avec suspicion. À ce moment, le comte Siegfried annonça qu'il s'absenterait un instant pour une réunion et demanda à Astère de veiller sur Alphène. Alphène protesta aussitôt avec colère, arguant qu'elle était bien plus capable qu'Astère, tandis que ce dernier, avec un sourire désabusé, fit remarquer que sa sœur était bien trop maladroite. Le comte Siegfried posa alors une main sur l'épaule d'Astère et, avec un sourire, lui conseilla de se faire des amis parmi les nombreux enfants de son âge présent. Cependant, en passant près d'Astère, il baissa la voix et le mit sérieusement en garde, il ne devait laisser personne découvrir le secret des 7 ailes. Voyant le comte Siegfried s'éloigner, Astère, malgré ses paroles, se demanda comment il pourrait nouer des liens avec les autres face à une telle hostilité. Soudain, son regard se porta dans une direction précise. Le voyant partir, Alphine, perplexe, lui demanda où il allait. Sans se retourner, il répondit qu'il allait se faire des amis. Au même moment, dans un endroit isolé où les deux fils de Roderick étaient assis sur un long banc, de nombreux jeunes nobles les entouraient. Quand Astère s'approcha, Darius leva un verre de vin et lui demanda grossièrement qui il était. Astère ne chercha ni à le flatter ni à le courtiser, se contentant de le saluer poliment, disant qu'il était ravi de rencontrer son beau-frère, Darius. Il sourit ensuite largement et se présenta comme Astère elle-même, ajoutant qu'il était leur frère cadet. Darius fronça les sourcils tandis qu'Astère poursuivait en expliquant qu'il l'avait aperçu de l'extérieur et qu'il était venu le saluer. Assis à côté de lui, Gion désigna Astère du doigt et se moqua de lui, disant à Darius qu'Astère était l'enfant adopté par la famille Vicount. Aussitôt, Darius rejeta ses cheveux en arrière et rit d'un rire moqueur, déclarant qu'il comprenait et remarquant sarcastiquement que cela expliquait comment Astère pouvait se faire appeler F sans vergogne. Se souvenant des derniers instants de sa vie antérieure, Astère pensa que Darius et Grian avaient été les deux héritiers légitimes de la maison elle-même et ceux qui l'avaient tué dans sa vie précédente. Les lèvres serrées, il songea qu'il lui avait paru terrifiant autrefois, mais qu'à présent, il ressemblait simplement à des enfants jouant aux adultes, assis au milieu de plusieurs autres jeunes nobles. Soudain, une voix l'appelant le tira de ses pensées. Alphène lui saisit le poignet et le pressa de revenir, lui demandant s'il les avait déjà salués. Au moment où elle se retourna, une voix l'interpella derrière eux, saluant Alphine et lui demandant si elle était là elle aussi. Darius haussa un sourcil et ricana en la narguant, lui demandant si elle n'avait pas besoin de se cacher derrière son père ce jour-là et lui ordonnant de venir les divertir, ajoutant que c'était un ordre de la maison principale. Alphène s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle les foudroya du regard et refusa catégoriquement, affirmant que les familles principales et secondaires n'entretenaient aucune relation de maître à serviteur. Elle tira alors Astère brusquement à l'écart, le faisant bégayer qu'il avait encore quelque chose à dire. Cependant, il se tut lorsqu'il sentit une main tremblante agripper son poignet. Astère fronça les sourcils, les yeux emplis de tristesse. Malgré cela, Darius ne les lâcha pas et, dans un rire diabolique,
leur demanda à voix haute s'ils savaient de quoi il s'agissait. Les voyant se séparer, Darius se moqua d'eux en disant que son père avait été chevalier, mais qu'il avait failli à sa mission de protéger le roi, et que, pour assumer cette responsabilité, son propre frère cadet s'était coupé le bras. À ces mots, le visage d'Alfine s'assombrit et elle s'arrêta net. Sans s'arrêter là, Darius continua de ricaner, remerciant Dieu de ne pas avoir le même sang que ce minable, ce qui fit grincer des dents Alfine qui se retourna brusquement pour le foudroyer du regard. Alfine lâcha alors la main d'Aster et s'avança d'un pas agressif vers Darius, exigeant qu'il retire ses propos. Cependant, lorsqu'elle le menaça de ne pas le laisser faire s'il disait du mal de son père, Darius n'hésita pas à lui cracher son vin au visage. Le voyant ruisseler sur son corps, il la dévisagea avec mépris et déclara que son père n'avait engendré que des filles inutiles, incapables même d'hériter d'une femme stérile, ajoutant qu'il devait être profondément déçu d'elle. Puis, pointant son verre vide vers elle avec dédain, il fit remarquer que ce n'était pas une salle de bal et lui conseilla, la prochaine fois, de s'habiller de façon à ne pas se sentir gêné d'être trempé, suggérant d'enfiler des haillons. Les yeux d'Alfine se remplirent de larmes tandis qu'elle baissait la tête, fixant sa robe désormais tachée de vin, se sentant profondément humiliée. De dos, Aster observait Alfine se faire humilier et se dit qu'il s'était inquiété en venant. En voyant ces jeunes nobles rieurs, bouteilles de vin à la main, il se dit qu'en revoyant leur visage, ils finiraient peut-être par se débarrasser de leur colère. Soudain, Aster s'avança et leur arracha la bouteille des mains. Il s'approcha d'Alfine et posa une main sur son épaule pour la réconforter, tout en admettant intérieurement son soulagement. Aster lança la bouteille vers son cousin et appela Darius. Ce dernier fronça les sourcils, mais attrapa tout de même la bouteille. Au même instant, Aster la fendit en deux d'un coup d'épée, projetant le liquide partout, tout en maudissant intérieurement Darius, toujours aussi méprisable. Le contenu de la bouteille se répandit sur la tête de Darius, qui poussa un cri de surprise. Gion se précipita en avant, appelant son frère à l'aide, tandis qu'Aster levait calmement la main et essuyait le vin de sa lame. Il tira alors la langue et lécha la goutte de vin sur son pouce, se demandant à voix haute s'il s'agissait simplement de jus de raisin. Le regard froid, Aster esquissa un sourire moqueur, remarquant que cela sied parfaitement à un petit noble gâté comme Daru. Un jour, 3 ans plus tôt, alors qu'Aster baissait légèrement la tête, son énergie déchaînée par la perte de contrôle, le vicomte Ifrid cria à l'aide et demanda s'il tentait de tuer ses sœurs. L'aîné du vicomte serra sa cadette dans ses bras, hurlant en larmes et terrifié de la supplier de rester. Pendant ce temps, les 3 autres filles, blotties l'une contre l'autre dans un coin, étaient terrorisées d'entendre leur père ordonner à Aster de se ressaisir. Au même moment, tandis que l'énergie d'Aster continuait de se répandre, il pensa qu'il s'agissait des Setel et admit n'avoir jamais imaginé qu'elle recelait une puissance aussi dangereuse. Le vicomte Ifrid, son épée pointée vers Aster, se demanda s'il pourrait réellement la contrôler. En observant son fils adoptif, absent, tandis qu'une énergie dorée jaillissait violemment de son corps, il s'inquiéta intérieurement pour lui. Dans la salle du conseil, le vicomte Ifrid fut surpris par l'irruption d'un serviteur qui criait l'urgence de la situation. Tous les regards se tournèrent vers lui, et l'un d'eux lui demanda la raison de cette interruption, lui rappelant qu'ils étaient en pleine discussion. Le serviteur balbutia nerveusement avant de faire son rapport, tandis que Roderick et le vicomte Ifrid, fronçant les sourcils, écoutaient, les fils de la maison principale et de la branche d'elle-même se battaient en duel. En entendant cela, le vicomte Ifrid s'exclama, stupéfait, demandant ce qui s'était passé, tandis que Roderick, le visage sombre, gardait le silence, mécontent. Peu après, le vicomte Ifrid se leva brusquement et sortit. À cet instant, quelqu'un l'appela « Père ». Voyant Alphen accourir vers lui, paniqué, il lui demanda avec anxiété ce qui se passait. Tandis que le vicomte Ifrid posait une main sur l'épaule de sa fille pour la calmer, un noble au visage de carcajou éclata soudain d'un rire excité et désigna quelque chose en contrebas. Le vicomte et sa fille baissèrent les yeux vers l'estrade où 2 jeunes hommes se faisaient face, l'épée à la main. Le noble poursuivit en expliquant qu'il s'agissait d'une querelle fraternelle au sein de la puissante maison d'elle-même et fit remarquer qu'un tel spectacle était rare. Les bras croisés, il spécula avec excitation que tout dépendrait de l'issue du duel. Pendant ce temps, le vicomte Ifrid et Alphen, le visage crispé d'anxiété, s'agrippaient à la balustrade du balcon, tandis que 2 autres nobles, non loin de là, se penchaient également pour observer la scène. Soudain, le noble au visage de Wolverine se frotta le menton et, avec un sourire narquois, laissa entendre que la danse à l'épée risquait de mal tourner. Sur le sol de l'arène, Darius leva son épée, dévoilant l'emblème ailé sur le dos de sa main, et déclara avec ironie qu'il était insensé de provoquer une maison ducale.
Il railla son adversaire, le traitant de bâtard né dans la nature, incapable de comprendre la différence de puissance. À la vue de son emblème, les spectateurs présents s'exclamèrent avec enthousiasme, « C'est un emblème à 4 ailes », et le louèrent, le jugeant digne d'un héritier ducal et d'un niveau exceptionnel. Darius haussa un sourcil avec mépris et défia Aster de révéler son emblème ailé, pointant son épée vers lui et lui demandant s'il était trop gêné pour le montrer après avoir vu le sien. En guise de réponse, Aster admit avec dédain qu'exhiber un simple motif avec fierté n'était pas quelque chose qu'il pensait pouvoir faire, fixant froidement Darius et sous-entendant que ce serait honteux. Cette attitude rendit Darius furieux, qui serra les dents tandis que les veines de son front se gonflaient. Soudain, Aster empoigna fermement son épée et déclara que s'il gagnait, Darius présenterait ses excuses à ses sœurs, lui demandant si cela lui convenait, et l'appelant cousin. Darius acquiesça, déclarant que s'il gagnait, Aster deviendrait son chien. Il brandit alors ses 2 épées jumelles et chargea Aster, déclarant qu'il le ferait travailler pour le restant de ses jours. Chacune des attaques de Darius s'abattait comme s'il jouait avec Aster, le forçant à reculer sans cesse pour les esquiver, tandis qu'une fumée blanche tourbillonnait sous ses pieds. Aster jeta un bref coup d'œil à la main tremblante qui tenait son épée. Pourtant, son expression demeura impassible. De l'autre côté, Darius croisa ses 2 épées jumelles, libérant une énergie rougeoyante, et il rit d'un rire mauvais en déclarant que c'était le pouvoir de celui qui le possédait. Il lança alors une série d'attaques incessantes sur Aster, tandis que le bruit des armes qui s'entrechoquent résonnait dans l'arène. Du haut des hauteurs, Alfyn pâlit et appela Aster, alarmé. Pendant ce temps, le noble Wolverine, témoin de la domination écrasante du fils de Roderick, s'enthousiasma encore davantage et fit remarquer que le maniement de l'épée par le jeune Daru était encore immature. Tandis que d'épais nuages de poussière enveloppaient les 2 combattants en contrebas, et que seul le bruit des épées s'entrechoquant résonnait, il constata avec admiration que, quelle que soit la faiblesse de la technique, la puissance colossale d'une crête ailée pouvait largement compenser les lacunes. Imaginant une bougie qui brûle intensément, le noble fit remarquer que si la puissance d'une simple aile était comparable à la flamme d'une bougie, alors la puissance scellée dans 4 ailes était véritablement comme une explosion. Observant les techniques frénétiques de Daru, il confirma qu'il s'agissait bel et bien d'une explosion. Dans l'arène, Darius continuait de frapper sans relâche, narguant Aster et lui demandant ce qu'il était advenu de sa bravade précédente. Il se demandait si Aster n'avait pas cherché à le forcer à s'excuser ou si tout cela n'était que du vent. Brandissant ses 2 épées au-dessus de sa tête, Darius rugit, sommant Aster de lui montrer sa puissance. À cette vue, le noble blond se mit à transpirer abondamment et conclut que le combat était déjà joué. À cet instant, Aster abattit son épée et utilisa son énergie mana dorée pour bloquer l'attaque de Darius. Des flammes jaillirent entre les 3 lames, et Darius, abasourdi, se demanda ce qui venait de se passer. Aster répondit d'un ton indifférent et moqueur que Darius parlait trop. Puis, d'un puissant coup d'épée, il projeta Daru dans les airs. Au même instant, le mana entourant l'épée d'Aster se déchaîna violemment. Tenant son épée d'une main, Aster contre-attaqua calmement Darius, pensant qu'au cours des 10 dernières années, il avait appris à maîtriser le mana au sein d'une famille de comtes, n'attendant que l'occasion de se venger. Les yeux dorés étincelants d'hostilité et emplis de haine, Aster leva son épée, flamboyante d'énergie dorée, bondit dans les airs et frappa Darius, le forçant à se débattre désespérément. En un instant, la pression immense fit plier Darius à genoux. À cette vue, Gion pâlit, la sueur ruisselant sur son visage tandis qu'il murmurait que son frère était. À cet instant, tel un démon fixant sa proie du regard, Aster écrasa Darius avec une énergie colossale, provoquant un cri de stupeur chez Gion, qui se demanda si son frère était repoussé. Darius, trempé de sueur, laissa éclater une rage folle tandis qu'il serrait les dents et proclamait avoir 4 ailes. Aster, perché au-dessus de lui, ne daigna pas répondre. Soudain, l'épée de Darius émit un craquement sourd avant de se briser. L'assistance pâlit et s'écria d'incrédulité, se demandant s'il allait vraiment gagner ainsi. Voyant Darius presque s'effondrer sous la force écrasante du mana d'Aster, la foule murmura que Darius était vaincu sans difficulté. Les spectateurs, encore plus choqués, se demandèrent si elle-même abritait encore un tel adversaire. Soudain, l'énergie d'Aster explosa violemment, le surprenant lui-même. Vicount, le visage crispé, serra le poing tremblant et déclara avec anxiété que la situation était critique. Darius serra les dents en voyant la lame d'Aster se rapprocher inexorablement de son visage. Aster se remémora alors l'image de Darius, le sourire aux lèvres, lui tranchant le bras dans sa vie antérieure. L'expression de joie moqueuse qu'il avait eue en massacrant son frère adoptif sans le moindre remords lui revint en mémoire.
Aster sembla perdre le contrôle, ses pupilles s'illuminant d'une lueur rouge tandis que son énergie explosait violemment. Terrifié par ce spectacle, Darius paniqua et lui cria d'arrêter. Au même moment, à l'étage supérieur, Alphen hurla d'horreur, suppliant Aster de s'arrêter. Malgré tout, le coup d'épée d'Aster s'abattit, provoquant une explosion assourdissante, et l'épée de Darius se brisa en 1000 morceaux. Le noble Wolverine fronça les sourcils, perdant tout sourire et toute plaisanterie. Dans la cour, Aster venait de terminer son mouvement lorsque l'épée brisée de Darius s'enfonça dans le sol derrière lui. Pendant ce temps, la lame d'Aster s'était déjà enfoncée profondément entre les jambes de Darius. Darius s'effondra au sol, urinant de peur, le corps raide et incapable de bouger. Aster lui dit que la prochaine fois, il ferait mieux de venir en haillons, qu'il ne craindrait pas de tremper, et l'appela d'un ton moqueur, « mon cousin ». Puis, calmement, Aster rengaina son épée et pensa qu'il n'était plus H le sang elle. À l'étage, Alphen, toujours penché au-dessus du balcon, laissait échapper un soupir de soulagement, tandis que le haut-comte Siegfried posait une main ferme sur son épaule pour la retenir. Aster leva les yeux vers eux, sourit, et pensa que cette simple réalisation suffisait à apaiser son esprit pour le moment. Soudain, ses pupilles se dilatèrent d'horreur. Il perçut une puissante intention meurtrière émanant de derrière lui. Il tourna brusquement la tête et paniqua intérieurement en comprenant de quoi il s'agissait. Aussitôt après, il vit la fureur et la soif de sang qui irradiaient de Rodri, debout dans l'escalier, le regard fixé en bas, sans chercher à dissimuler l'aura sombre et sanglante qui l'entourait. Le regard glacial et perçant, Aster se raidit et cria intérieurement, « Roderick !» Les spectateurs, voyant Daru vaincu par Aster sur le sol de l'arène, murmuraient qu'ils n'arrivaient pas à croire que le benjamin d'une famille de vicomtes ait réussi à terrasser le troisième fils de la famille principale. En apercevant les pas de Roderick qui s'approchaient, ils pensèrent que la situation avait dégénéré et qu'il était impossible que cet homme reste silencieux après avoir été ainsi humilié. Pendant ce temps, après avoir rengainé son épée, Aster regarda sévèrement dans une direction précise et pensa que cet homme était le 8e chef de la famille principale d'elle-même. Assis maladroitement par terre, Daru afficha soudain un large sourire en voyant qui arrivait. Aster leva les yeux et fit face à Roderick sans la moindre crainte. Roderick fronça les sourcils, son mécontentement clairement visible sur son visage. Alors qu'une aura cramoisie irradiait autour du corps d'Aster et que ses yeux refusaient de céder au regard de Roderick, il l'identifia silencieusement comme étant le duc Roderick elle-même. Soudain, Darius se redressa en s'appuyant d'une main au sol. Il se jeta alors en avant, attrapa les vêtements de Roderick et cria que c'était son père. Darius désigna Aster du doigt et l'accusa, balbutiant que c'était cet homme, le bâtard qui avait osé défier la famille principale malgré son statut de sang mêlé immonde. Les yeux de Roderick s'illuminèrent d'une colère féroce tandis que son fils incompétent continuait de divaguer, suppliant son père d'user de son pouvoir pour donner une leçon à Aster. Cependant, avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, sa main fut plaquée au sol par un fourreau d'épée, brisant les dalles et faisant jaillir le sang. Darius pâlit et se figea, sous le choc, en fixant sa main broyée. La foule alentour fut prise de sueur froide, terrorisée, tandis que le cri perçant de Darius retentissait. Non loin de là, Grian écarquilla les yeux, pétrifié de peur. Un instant plus tard, Roderick empoigna la poignée de son épée et dégaina la lame, exigeant froidement de savoir pourquoi le perdant du duel riait avec une telle impudence. Il déclara que Darius venait de salir le nom de leur famille et que celui qui était incapable de se venger n'avait aucun droit de manier une épée. Voyant cela, le vicomte Siegfried cria à Roderick de s'arrêter, mais ce dernier leva son épée et siffla qu'un tel individu n'avait aucun droit de manier une lame. Un claquement sec résonna dans le silence de mort. Darius, pris de sueur froide, resta muet, la bouche grande ouverte. Roderick fronça les sourcils et lança un regard furieux, les yeux rouges de colère. Voyant Aster se servir de son propre corps pour protéger Darius, Roderick exigea de savoir ce qu'il croyait faire. Darius, la tête entre les mains, leva les yeux en entendant Aster répondre que son cousin ne s'était toujours pas excusé auprès de sa sœur. Le regard déterminé, Aster demanda fermement à Roderick d'épargner la punition de Darius jusqu'à ce qu'il l'ait fait, l'appelant « oncle ». Roderick, fougueux, ricana de mépris, faisant remarquer qu'Aster n'était qu'un orphelin recueilli par Ifid, comme il l'avait entendu dire, et se demanda si Aster croyait vraiment être devenu membre de la famille elle-même par la suite. Pensant au Vicountide, Aster déclara avec résolution qu'il était le fils du vicomte et que, même sans lien de sang, il estimait avoir suffisamment appris de son père sur la fierté d'un chevalier et le poids d'un nom de famille. À ces mots,
Roderick jeta un coup d'œil vers le deuxième étage où se tenaient son jeune frère et sa nièce. Cependant, sa fureur ne fit que s'intensifier lorsqu'il parla entre ses dents serrées, déclarant qu'en tant que membre de la famille des comtes de Vic, Aster avait inutilement jeté le déshonneur sur la famille principale, lui rappelant sa majesté, l'apogée des 12 000 chevaliers dans l'épée du roi, et soulignant qu'un tel orgueil ne devait pas être considéré comme une simple querelle d'enfants. Un noble au trait de carcajou croisa les bras et fronça les sourcils en baissant les yeux, tandis qu'un noble blond, haletant, s'agrippa à la rambarde du balcon. Roderick poursuivit, insistant sur le fait qu'Aster comprenait certainement qu'il ne fallait pas prendre cela à la légère. Non loin de là, un noble aux cheveux bleus, le menton appuyé sur sa main, esquissa un sourire narquois tandis que Roderick ajoutait qu'Aster lui-même devait le comprendre. Au même moment, le vicomte Ifrid posa la main sur la garde de son épée, prêt à intervenir, lorsque Roderick mentionna que le père d'Aster avait sacrifié un bras en guise de compensation pour sa déloyauté. Dans l'arène, Aster jeta un coup d'œil à la lame acérée pressée contre son cou tandis que le vicomte Ifrid lui demandait ce qu'il comptait offrir en retour. Aster commença calmement par s'adresser respectueusement à Roderick en l'appelant « oncle », puis regarda Darius, qui se tenait toujours la tête entre les mains, et affirma qu'il ne s'agissait pas d'une querelle fraternelle, mais d'un duel légitime, déclarant qu'il n'avait fait que répondre de son épée à des paroles insultantes envers sa maison. Cette déclaration ne fit qu'exaspérer davantage Roderick. Aster, cependant, affirma très sérieusement que ceux qui étaient incapables de se venger n'avaient pas le droit de prendre les armes, rappelant à son oncle qu'il l'avait lui-même dit et déclarant qu'il n'avait aucune intention d'y laisser la moindre trace. Ces paroles prirent le noble Wolverine au dépourvu, le faisant siffler de surprise, tandis qu'Alphine, à ses côtés, serrait les poings, tremblante. Soudain, le noble aux cheveux bleus éclata de rire et, incrédule, fit remarquer que le garçon n'avait que 10 ans et qu'il ne pouvait s'agir que d'une plaisanterie. Le visage de Roderick s'assombrit et il sombra dans une profonde réflexion. Après un instant, il se retourna, rengaina son épée et déclara avoir compris avant d'ordonner brusquement à Aster de se mettre en position. Malgré sa confusion, Aster tendit la main et empoigna la poignée de son épée. Sans prévenir, une lame fendit l'air et se rapprocha du visage d'Aster, le terrifiant. Roderick resta immobile, mais la force de son coup projeta Aster contre le mur opposé, le brisant et soulevant un nuage de poussière et de fumée. La soudaineté de l'action laissa Alphonse stupéfaite et les yeux embués de larmes, elle se couvrit la bouche de terreur. Vicomte Ifrid, sous le choc, se jeta en avant et cria le nom de Roderick tout en frappant avec son épée. Sans même se retourner, Roderick fit un simple mouvement de balancier et para l'attaque du comte Vic sans effort. Le comte Vic fut projeté en arrière, mais sauta aussitôt à terre et atterrit devant Roderick. Il se précipita alors vers l'épave, criant de panique et demandant si Aster allait bien. Il ne vit d'abord que la pointe de l'épée d'Aster plantée dans le sol, entourée de débris épars. Vicomte Ifrid fut pris d'une sueur froide, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte sous le choc. À travers la fumée blanche, Aster apparut, couvert de crasse, le visage ensanglanté, mais sa posture, l'épée à la main, restait parfaitement stable. Soudain, son œil doré se brouilla. Roderick fixa intensément cette direction avant de se retourner et de partir. Ignorant Aster et son père, Roderick fit claquer sa cape et s'éloigna d'un pas sombre, suivi de Darius qui se tenait la main blessée. Alors qu'il montait les escaliers, Aster s'effondra soudainement, surprenant Vicomte Ifrid, qui rattrapa aussitôt son fils et l'appela avec anxiété. Cependant, Aster leva les yeux, le regard vide, et annonça joyeusement à son père qu'il avait tenu parole, ainsi que la promesse et tout le reste. À ces mots, Vicomte Ifrid fronça les sourcils, mécontent, et répondit avec une pointe de sarcasme qu'Aster avait été, en effet, magnifique. Pendant ce temps, tandis que Roderick montait les escaliers menant au deuxième étage, le noble Wolverine jeta un coup d'œil et fit remarquer que l'action de Roderick avait été plutôt puérile. Darius serra les dents de frustration tandis que le noble poursuivait, expliquant que s'ils avaient permis au garçon de parler à sa guise, la famille principale aurait perdu toute dignité, et il se demanda si c'était un bon moment pour clore les discussions. Se souvenant du regard déterminé d'Aster lorsque l'épée de Roderick s'était abattue sur lui, le noble Wolverine songea que, face au duc Roderick en personne, le garçon avait courageusement tenu tête et survécu, le qualifiant d'étoile montante. Se caressant le menton et plissant les yeux avec un sourire, il ajouta que pour le garçon, c'était la meilleure entrée en scène qu'il pouvait espérer. Pendant ce temps, le noble blond pointa du doigt et déplora que le garçon l'ait certainement effrayé, admettant qu'il avait cru qu'elle-même allait se couper en deux. Soudain, Roderick lança un regard noir devant lui et déclara qu'une ère de bouleversement allait arriver,
la décrivant comme une tempête assez violente pour fendre le monde en 2 ou 3 morceaux. De retour dans l'arène, Alfin courut anxieusement vers Aster, qui souriait simplement, comme si de rien n'était. Le ciel était clair et la lumière du soleil répandait une douce chaleur sur les terres du vicomte Ifrid, tandis que l'épéiste transpirait abondamment et regardait devant lui avec étonnement. Dans la cour d'entraînement, Aster porta un coup de paume qui fit tomber l'épée de bois de son adversaire et l'envoya s'écraser au sol. Malgré la poussière qui le recouvrait, son adversaire plissa les yeux et le félicita, déclarant que la performance d'Aster était splendide, et s'adressa à lui respectueusement en l'appelant « Jeune maître Aster ». À l'extérieur de la cour, les spectateurs continuaient de s'émerveiller, remarquant l'incroyable talent d'Aster et s'étonnant qu'il n'ait que 10 ans. Ils remarquèrent que depuis son retour du bal des épées, son entraînement s'était intensifié, signe que l'événement avait dû être une source de motivation importante. Ils mentionnèrent également avoir entendu dire qu'Aster avait apparemment vaincu le 3e fils du duc Roderick lors du bal. Tandis qu'ils l'observaient s'entraîner avec sérieux, il continuait de bavarder, disant que la famille principale les avait méprisés pendant des années et que l'exploit d'Aster était, à tout le moins, une histoire réjouissante. Pendant ce temps, Aster, en chargeant, repensait à la puissance et à la présence qu'il avait démontrée lors du bal des épées, en lançant des attaques répétées contre son adversaire. Il se rassura en se disant que cela devrait faire taire ceux qui se moquaient de la famille Vicomte, la considérant comme une honte pour les elles-mêmes. Cependant, il reconnaissait intérieurement que le véritable obstacle restait la maison principale des elles-mêmes. Il admit qu'il avait voulu voir de quoi la ferme était réellement capable. Le regard déterminé, il frappa son adversaire d'un coup sec, le faisant transpirer à grosses gouttes tandis qu'il pensait vouloir se mesurer davantage à lui-même sur cette scène. Mais soudain, les souvenirs de son combat acharné contre Roderick lui revinrent en mémoire. Il fronça les sourcils, son regard se faisant plus déterminé, se lamentant intérieurement de ne pouvoir vaincre Roderick à son niveau actuel. Serrant fermement son épée de bois, Aster se précipita en avant, songeant qu'une crête ailée n'était qu'un indicateur du niveau de puissance magique latente. Sentant l'énergie des marques ailées dans son dos, il s'en voulut, pensant que la magie innée était un trésor gâché si l'on ne parvenait pas à la maîtriser. Il regrettait de ne toujours pas avoir réussi à libérer la puissance des 7 ailes. Imaginant l'immense énergie dorée jaillir de son corps, il aspira au temps où il n'aurait plus à craindre de perdre le contrôle et où il pourrait tester la puissance des 7 ailes à sa guise. Soudain, son épée de bois s'abattit avec force et, d'un seul coup, Aster terrassa un autre adversaire. Ses yeux dorés brillèrent intensément tandis qu'il se retournait brusquement et qu'une autre épée de bois tombait au sol. Voyant qu'une bonne douzaine de ses adversaires d'entraînement étaient déjà étendus au sol, leurs armes éparpillées, il cria, demandant s'il restait encore quelqu'un à combattre. À ce moment-là, il sursauta lorsqu'on lui fit remarquer qu'il s'entraînait encore avec acharnement. Alfin, en tenue d'entraînement, s'approcha avec un sourire et fit remarquer qu'il ne comprenait visiblement pas le sens du mot « retenu », ajoutant que leur père l'appelait. En la voyant, Aster s'approcha et demanda si leur père l'avait convoqué, puis déclara qu'il comprenait et qu'il y allait immédiatement. En passant devant Alfin, il fit soudain une remarque sur sa tenue. Perplexe, elle tourna la tête et lui demanda ce qu'il voulait dire. Aster l'observa de la tête aux pieds et remarqua qu'il était rare de la voir ainsi vêtue, lui rappelant qu'elle avait un jour dit ne pas aimer cette tenue car elle ne la trouvait pas jolie. À ces mots, Alfin haussa les épaules et expliqua que l'équilibre était essentiel en toute chose, ajoutant qu'en l'observant, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas rester la même non plus. Elle pointa alors son épée vers Aster et, avec un sourire éclatant et provocateur, lui annonça qu'à son retour, il devrait passer beaucoup de temps avec elle. Voyant cela, Aster sourit joyeusement et leva les mains en signe de reddition, la priant d'être indulgente. Quelque temps plus tard, Aster frappa à la porte d'une pièce. Après être entré et avoir fait face au vicomte Igfrid, il s'excusa poliment. Le comte se tourna vers lui lorsqu'Aster lui demanda si son père souhaitait le voir. Le comte Ifrid lui répondit en l'invitant à s'asseoir. Aster obéit et prit place en face du comte. Le comte Ifrid ferma les yeux et, d'un ton grave, demanda si cela faisait déjà 10 ans qu'il l'avait accueilli chez eux. Soudain, il déposa un objet sur la table et admit qu'il avait initialement envisagé d'attendre qu'Aster soit un peu plus âgé. Voyant la bague sertie d'un gros rubis devant lui, Aster demanda, perplexe, de quoi il s'agissait. Le vicomte Ifrid le regarda droit dans les yeux et répondit qu'il s'agissait de la preuve de la succession, en l'appelant par son nom. Il stupéfia ensuite Aster en poursuivant, il souhaitait qu'il succède à la maison des vicomtes. Il ajouta, comme Aster le savait déjà, que la famille des vicomtes se trouvait dans une situation délicate.
Pensant au vaste voleur sous la lumière du soir, il expliqua qu'il restait une branche cadette portant le nom d'elle-même, aussi controversée fut-il, et qu'en tant que seigneur chargé du territoire, ils avaient beaucoup à protéger. En tant que l'un des 5 chefs, ajouta-t-il avec mélancolie, il ne pouvait laisser la place de successeur vacante indéfiniment. À ces mots, Aster l'interrompit brusquement et demanda si ses sœurs approuvaient cette décision. Le comte Ifrid baissa légèrement la tête et répondit que les sœurs d'Aster, qui étaient à l'académie de nuit, seraient de retour dans 3 jours et qu'il comptait s'entretenir à nouveau avec chacun à ce moment-là. Pensant à ses 2 sœurs aînées, Aster se demanda si sœur Martha et sœur Kudo allaient revenir. Il sourit alors et fit remarquer que si tel était le cas, il ne serait pas ravi, surtout sœur Kudo, qui serait certainement furieuse. Il ajouta qu'elle le méprisait simplement parce qu'il était né homme et qu'il avait la chance d'être doté des 7 ailes. Aster se leva alors et refusa, déclarant qu'il ne pouvait accepter l'offre. Sans laisser transparaître la moindre émotion, il expliqua qu'il ne maîtrisait même pas sa propre magie et qu'il était toujours ce gamin immature qui avait failli tuer sa sœur. Enfin, il confia qu'il n'avait pas la force de persuader ses sœurs furieuses dans de telles circonstances. À ces mots, le vicomte Ifrid sourit et accepta sa décision. Avant qu'Aster ne quitte la pièce, le vicomte l'interpella, remarquant qu'il lui arrivait de se demander si Aster avait jamais vraiment été un enfant. Puis il tendit la main et sortit une boîte, expliquant que la bague était une récompense pour la prestation d'Aster lors du concours de danse à l'épée. Aster vit le comte Ifrid poser la boîte en bois sur la table et expliqua qu'il semblait qu'Aster serait peut-être plus satisfait de ceci. Au même instant, les pupilles d'Aster se dilatèrent de surprise et, sous le choc, il demanda ce que c'était. À l'intérieur de la boîte se trouvait une courte épée incrustée d'un rubis rouge en forme de losange, dont la pointe était enveloppée de tissu. Le comte Ifrid la présenta comme l'épée magique Graham, la décrivant comme une lame capable d'absorber la magie et de contrôler le pouvoir des 7 ailes. L'histoire commençait avec le comte Ifrid tenant l'épée Graham et conduisant Aster dans une forêt, lui assurant que l'endroit ne devrait pas poser de problème. Aster demanda, suspicieux, si le dojo n'aurait pas suffi si c'était uniquement pour montrer l'épée, mais Ifrid le nia, expliquant que c'était par précaution. Il fut alors pris de sueur froide en repensant au plafond et au mur percé d'un grand trou, se disant qu'Aster avait la fâcheuse habitude de saccager la maison. Ifrid présenta alors l'épée Graham, dont la lame était encore enveloppée de tissu, expliquant que cette épée démoniaque était une lame légendaire transmise uniquement au fils aîné de la famille d'elle-même, et que, bien qu'elle ait été confiée à la famille principale, il l'avait fait rapporter spécialement pour Aster. Sur ces mots, il arracha le tissu qui enveloppait la lame avec ses dents. Aster, stupéfait, réalisa qu'il s'agissait d'une épée brisée et balbutia, incrédule, demandant si c'était vraiment une épée. Il répondit que, comme Aster pouvait le constater, l'épée n'avait plus de lame. Tandis qu'Aster écoutait, abasourdi, Ifrid expliqua que lorsqu'on y insufflait de la puissance magique, une lame d'énergie cramoisie jaillissait soudainement de la poignée. Pointant la lame spirituelle vers un rocher voisin, Ifrid l'informa qu'il s'agissait d'une épée potentielle, achevée par la magie de son propriétaire. Soudain, une immense colonne d'énergie rougeoyante jaillit, traçant un chemin droit dans la forêt et faisant disparaître la terre, les rochers et les arbres. Regardant l'épée rougeoyante dans sa main, Ifrid fronça les sourcils et avertit que si la magie de son porteur était faible, l'épée risquait de l'absorber entièrement, ajoutant qu'elle avait une sombre réputation. Après avoir retiré l'énergie de l'épée, Ifrid la tendit à Aster et lui demanda s'il voulait l'essayer. Aster s'en empara aussitôt. Suivant les instructions de Ifrid, il se concentra pour canaliser sa magie dans l'épée. Lorsqu'il vit son énergie dorée en jaillir, il fut stupéfait et laissa échapper un cri de surprise. Dans ses pupilles, il vit l'image de l'épée absorbant sa magie, ce qui l'amena à se demander comment celle-ci pouvait se déverser ainsi dans l'épée. Au même moment, plusieurs soldats, visiblement impressionnés, virent une colonne de lumière rouge jaillir vers le ciel. Ils murmurèrent, perplexes, se demandant ce qu'était cette lumière et si une comète était tombée du ciel, tandis qu'un autre soldat rétorqua que c'était le contraire et que quelque chose avait été projeté dans les airs. Voyant la lumière disparaître soudainement tandis que les autres continuaient de spéculer, Alphen demanda ce qu'ils entendaient par « quelque chose », avant de soupirer et de marmonner que cela devait être Aster. Pendant ce temps, Aster, adossé à un arbre, serrait à 2 mains l'épée Graham désormais usée et riait maladroitement en remarquant que c'était une épée incroyable. Ifrid, cependant, leva les yeux au ciel avec étonnement et commença à commenter ce qui était vraiment incroyable avant de s'émerveiller de la façon dont les nuages s'étaient divisés en un vortex et de déclarer que c'était le pouvoir d'Aster.
Aster redevint sérieux et leva les yeux tandis que Ashigrait expliquait que personne portant l'emblème des 7 ailes n'était jamais apparu dans toute la lignée d'elle-même répertoriée. Se tenant devant Aster, Yves déclara que si Aster maîtrisait pleinement ce pouvoir, alors un jour il deviendrait un épéiste surpassant de loin lui-même, qui possédait 6 ailes, et Roderick. En repensant à son cruel père adoptif de sa vie antérieure, Aster fronça les sourcils et songea à la possibilité de le surpasser. Ifid l'avertit alors qu'un pouvoir trop grand engendrerait inévitablement des conflits. Se souvenant des marques d'ailes sur le dos d'Aster, il ajouta que si l'on découvrait qu'Aster possédait cette aile, certains l'envieraient, d'autres lui en voudraient, certains comploteraient pour l'utiliser et d'autres encore tenteraient de l'éliminer. Aifried tendit alors la main à Aster, confirmant ses dires. Aster ne regretterait pas son impuissance le moment venu. D'un regard sévère, il l'encouragea à devenir fort dès maintenant. Aster lui serra la main et résolut intérieurement de ne plus jamais vivre une vie aussi misérable que la précédente. Les yeux rivés sur lui, il exprima sa gratitude envers son père et déclara qu'il maîtriserait les 7 ailes et l'épée. 3 jours plus tard, la comtesse Vic se tenait près de son époux et d'Alfine, souriante, accueillant ses 2 filles aînées de retour à la maison et leur adressant la parole. Kudryovka se mit alors au garde à vous, comme si elle exécutait un ordre militaire, et déclara haut et fort que l'indigne Kudryovka était rentrée. Puis, après s'être raclé la gorge, elle changea d'attitude. Un large sourire illumina son visage, et elle ouvrit les bras avec enthousiasme, invitant ses adorables petites sœurs à venir serrer fort dans leurs bras leur grande sœur adorée. Dès lors, Fren et Flair accoururent et étreignirent joyeusement NTA, souhaitant la bienvenue à leur sœur Malfa, qui, surprise et ravie, répondit avec bonheur. Soudain, le comte Vic intervint, confus, demandant ce qu'il en était de sœur Cud. Fran et Flar, toujours enlaçant leur mère, détournèrent la tête en faisant la moue, expliquant que c'était parce que sœur Cud leur décoiffait toujours. Cette remarque fit sursauter Kudyovka qui croisa les bras, détourna la tête et insista sur le fait qu'elle, qui maîtrisait la chevalerie à la perfection, ne se livrerait jamais à une chose aussi grossière. À ce moment, Kudyovka remarqua Alfine à l'écart. Elle se précipita vers elle, la serra fort dans ses bras et la félicita en lui demandant si elle avait été sage. Maintenue par la tête et caressée dans les cheveux, Alfine tenta de repousser les mains de Kudyovka en se plaignant de sa présence. Malgré cela, Kudyovka ne la lâcha pas, ce qui agaça Alfine qui lui demanda d'arrêter. Pendant ce temps, Mata, les observant toutes les 4, réalisa soudain l'absence d'Aster et demanda où il était. Le vicomte Ifid fut pris de sueur froide et balbutia, si elle parlait de lui, que sa voix s'éteignait. Kudyovka, pensive, jeta un coup d'œil à son père. Pendant ce temps, dans la forêt derrière le manoir, une explosion d'énergie tonitruante retentit. Autour d'Aster, une fumée blanche tourbillonnait tandis que l'énergie irradiait continuellement de son épée. Trempé de sueur, il haletait bruyamment et claqua la langue, frustré, admettant que rien n'y faisait. Serrant fermement l'épée Graham, il murmura qu'il pouvait la modeler par magie, mais qu'il ne parvenait qu'à la contenir. Regardant au loin un monticule de terre creusée, Aster se demanda comment son père avait pu accomplir cela avec une telle facilité. Soudain, Kudryovka s'approcha et l'interrompit, remarquant avec amusement combien c'était spectaculaire. Retirant l'énergie de son épée, Aster se tourna vers elle et remarqua son retour, l'appelant « sœur », comme il se doit. Elle lui rétorqua de ne même pas être venue l'accueillir, puis haussa un sourcil et fit remarquer d'un ton moqueur que ce comportement était terriblement froid. Kudryovka se lança alors dans une tirade, se demandant s'il ne méritait même pas d'être remarqué ou s'il se prenait pour quelqu'un d'important. Elle affirma avoir tout entendu de la cérémonie de la danse de l'épée et ajouta que même à l'académie nocturne, tout le monde parlait de lui, concluant que leur père devait être très fier. Ces mots effrayèrent quelque peu Aster, le poussant à changer précipitamment de sujet en faisant remarquer que, d'un autre côté, il avait entendu dire qu'elle excellait déjà dans de nombreuses missions alors qu'elle était encore stagiaire. Regardant l'emblème doré sur la poitrine de Kudryovka, il poursuivit en déclarant qu'elle seule avait reçu cette année la médaille de chevalier honoraire, l'ordre de platine. À ces mots, Kudryovka, les mains sur les hanches, plissa les yeux et répondit avec assurance que bien sûr, elle l'avait reçu, ajoutant qu'elle ne pouvait autrement hériter de la position de leur père, ce qui laissa Aster sans voix. Soudain, Kudryovka le foudroya du regard et affirma avoir entendu dire qu'il avait décliné la question de la succession. Aussitôt, Aster fronça les sourcils, irrité, se demandant si elle cherchait à l'épargner, se souvenant que leur père le lui avait dit, et trouvant la situation bien compliquée. Il expliqua cependant que ce n'était pas son intention et qu'il estimait simplement ne pas avoir les qualifications requises pour le moment.
À ces mots, Kudryovka se tut. Après un instant, elle s'avança et parla franchement, déclarant que leur père et Aster, connaissant parfaitement son rêve, se montraient cruels. Tenant son épée comme un joueur de baseball pensif, elle fit cette déclaration, ce qui fit pâlir Aster, une goutte de sueur perlant sur sa joue. Aussitôt après, Kudryovka planta violemment son épée dans le tronc d'un arbre, projetant l'imposant arbre tout entier sur Aster. Il esquiva précipitamment le coup d'un bond et, glissant sur le sol, s'écria, surpris, lui demandant ce qu'elle faisait tout à coup. De loin, Kudryovka répondit calmement que cela faisait longtemps et qu'elle laisserait sa grande sœur le mettre à l'épreuve. Posant son épée sur son épaule, elle sourit largement et le défia, déclarant qu'elle frapperait sérieusement la prochaine fois. Voyant cela, Aster fut pris de sueur froide et la pressa d'attendre, prévenant que l'épée n'était pas encore terminée. Cependant, Kudryovka haussa un sourcil et le réprimanda en lui demandant s'il pourrait invoquer la même excuse face à un ennemi sur le champ de bataille. Ces mots semèrent la confusion chez Aster, qui répéta le mot « ennemi » avec incertitude. Kudryovka, qui avait légèrement fléchi un genou tout en conservant une posture d'entraînement, une main levée en avant, lui rappela qu'un chevalier doit toujours se considérer comme sur le champ de bataille et l'avertit que s'il hésitait trop, elle pourrait bien l'écraser. Un instant plus tard, elle bondit en avant et disparut, surprenant Aster qui, réalisant qu'il ne plaisantait pas et qu'il maîtrisait déjà difficilement sa magie, fut saisi d'effroi. Au même moment, Aster remarqua que Kudryovka avait déjà brandi son épée vers lui. Il concentra immédiatement son énergie dans l'épée Graham, se répétant qu'il n'avait pas le choix et que s'il ne réagissait pas, sa sœur serait en grand danger. À cet instant, Kudryovka, le visage illuminé, abattit son épée sur la tête d'Aster, l'énergie bleue jaillissant de son épée. Comprenant qu'elle cherchait à le tuer, il leva Graham pour parer son attaque. Dans la forêt, tandis que les arbres étaient abattus, le sol se creusait de profonds sillons et des explosions retentissaient sans cesse. Kudryovka, tout en brandissant son épée, s'exclama avec enthousiasme que son maniement de l'épée était toujours aussi aiguisé et qu'elle était impressionnée qu'il puisse rivaliser avec elle, surtout après qu'elle l'eut perfectionné à l'académie nocturne. Transpirant à grosses gouttes et agrippant Graham à deux mains pour se défendre, Aster l'entendit crier que ce qu'il tenait n'était qu'une piètre épée. Après avoir tailladé et repoussé Aster, Kudryovka fit remarquer que sa maîtrise de la magie était catastrophique. Aster fit un salto arrière et atterrit brutalement, ses pieds traînant sur le sol. Ébouriffé et haletant, il admit intérieurement que Kudryovka était toujours aussi impitoyable. La voyant au loin, sans une seule égratignure, Aster pensa qu'elle avait toujours été ainsi. Il se souvint que, lorsqu'ils étaient enfants, Kudryovka avait un jour brandi son épée, exaspéré, tandis qu'il se tenait à ses côtés, irrité. Il avait alors pensé que c'était simplement parce qu'il était le seul garçon de la famille Vicount à avoir droit à la succession. Un autre jour, alors qu'elle se tenait derrière lui, supervisant son entraînement, l'épée levée, il avait cru que c'était aussi parce qu'elle était spéciale, possédant un emblème ailé supérieur à celui de tous les autres membres de la maison. À cette époque, elle le poursuivait souvent, telle une sœur tonitruante, toujours prête à le traiter d'injuste et à le provoquer en duel. Revenant au présent, lorsqu'il vit Kudryovka bondir soudainement dans les airs et disparaître, Aster se dit intérieurement, avec regret, qu'elle était, pour le dire franchement, son ennemi juré. Il sursauta lorsqu'une voix s'éleva à côté de lui, « C'est bien de sa faute », lui demanda-t-elle. Aussitôt après, Kudryovka lança une attaque fulgurante qui le força à se défendre de toutes ses forces. Elle le foudroya du regard et déclara qu'il n'était pas digne de devenir le prochain chef de famille. Pendant ce temps, dans la demeure principale, Mata, près de la fenêtre, s'adressa à son père et lui demanda s'il avait vraiment été sage de laisser ces deux-là seuls, l'avertissant qu'au pire, cette querelle fraternelle pourrait se terminer par un cadavre. Le vicomte Siegfried détourna le regard et répondit qu'à leur manière, ils étaient d'excellents rivaux et que, malgré leur imprudence, la situation ne dégénérerait pas en une tragédie pareille. Malgré tout, Martha fronça les sourcils et murmura qu'elle espérait qu'il avait raison. Elle se tourna ensuite vers lui et lui demanda plus sérieusement pourquoi il les avait rappelés de l'académie de nuit, ajoutant que ce n'était certainement pas pour discuter de la succession. Le vicomte y ouvrit un tiroir comme pour vérifier ses dires et répondit que non. L'instant d'après, Mata écarquilla les yeux, stupéfaite, et demanda si c'était bien ce qu'elle pensait. Déposant une lettre cachetée rouge sur la table, il expliqua qu'il s'agissait d'une convocation de la famille principale d'elle-même. Pensant aux anciens qui régnaient sur la maison principale et à Aster, il ajouta qu'il semblait que ceux qui la contrôlaient souhaitaient revoir leur petit enfant. À ces mots, Mata, le menton appuyé sur sa main,
constata d'un ton grave qu'il s'agissait assurément d'une affaire sérieuse. Le comte Siegfried soupira et murmura que, dans le pire des cas, il risquait de perdre Aster. Au même moment, dans la forêt, ignorant les inquiétudes de son père, Aster cria avec colère que c'était ridicule et insista sur le fait qu'il avait déjà refusé de parler de succession, rappelant à Kudryovka qu'elle l'avait également entendu. À ces mots, les yeux de Kudryovka se plissèrent davantage tandis qu'elle abattait son épée et rétorquait que c'était précisément ce qui la mettait en colère. Elle fit alors s'abattre son épée sur Aster, une énergie spirituelle verte l'entourant. Bien qu'il parvint à la bloquer avec Graham, il remarqua intérieurement sa lourdeur. L'imaginant comme une ogresse enragée, il eut l'impression de combattre un troll brandissant un marteau géant. Ses mains tremblaient sous l'effort de tenir son épée. En une fraction de seconde, il choisit de relâcher sa position, et la lame de Kudryovka s'abattit à ses côtés. Au même instant, il pivota sur lui-même et projeta Graham en l'air, commençant à lui ordonner de l'écouter enfin. Mais avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Kudryovka l'interrompit d'un sourire en coin, lui demandant s'il venait de s'enfuir. Cette fois, elle le frappa d'un coup puissant qui le projeta au loin et le sol explosa violemment, soulevant un nuage de poussière et de débris. Aster croisa les bras pour se protéger. Pourtant, il cracha une giclée de sang, gémissant intérieurement de douleur et pensant que la force brute à l'origine de l'attaque était d'une folie pure. En face de lui, la lame de Kudryovka continuait d'émettre une aura spirituelle d'un bleu limpide, débordante d'énergie. Elle déclara que manier une épée à la légère était la marque d'un combattant de troisième ordre. Après avoir retiré son épée et s'être redressée, elle poursuivit en affirmant que maîtriser sa magie n'était qu'un art mineur. Appuyant sa lame sur son épaule et se tenant au milieu de l'épaisse poussière, elle déclara que seule la maîtrise de la voie de l'épée démoniaque permettait d'être considéré comme un combattant de premier ordre. Haussant un sourcil et laissant échapper un rire insatisfait, Kudryovka fit remarquer que c'était décevant, en appelant Aster par son nom. Réfléchissant à ceux qui possédaient une ou deux ailes, elle analysa que la différence dans leurs crêtes ailées reflétait directement la différence de quantité de magie qu'ils pouvaient maîtriser, ajoutant qu'une différence d'une seule aile signifiait, dit-on, une puissance 3 fois supérieure. Puis, levant 2 doigts, elle expliqua qu'en d'autres termes, en termes de puissance magique et d'endurance, ces 5 ailes de second rang étaient inférieures à ces 7 ailes. Apercevant Aster agenouillé au loin, elle se moqua de lui faisant remarquer que malgré son avantage, il évitait un affrontement direct et préférait s'appuyer sur l'escrime lâche qu'il semblait tant affectionner. Elle le provoqua davantage en lui demandant s'il ne pouvait pas avoir suffisamment confiance en sa propre force pour atteindre l'escrime idéal. Ces paroles suivantes surprirent Aster, car elle suggéra qu'il craignait peut-être de perdre à nouveau le contrôle, comme 3 ans auparavant. L'œil doré empli de confusion, Aster marmonna, se demandant s'il avait réellement peur du pouvoir des 7 ailes. Baissant les yeux sur l'épée Graham dans sa main, il réalisa qu'il n'avait jamais envisagé une telle possibilité et se demanda s'il n'avait pas inconsciemment limité son propre pouvoir. Voyant son reflet sur la lame brisée, il se demanda intérieurement si l'instabilité de l'épée était due à la répression forcée de sa magie. À cet instant, Kudryovka libéra soudain davantage d'énergie de sa lame et lui dit qu'il possédait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Serrant fermement son arme et canalisant l'énergie débordante, elle déclara que s'il allait simplement laisser une telle chance se dissiper sans même s'en rendre compte, alors elle ferait tout aussi bien de devenir arrogante elle aussi. Frustrée, elle se précipita en avant et lui cria de tout lui remettre. Ces paroles touchèrent Aster au vif. Il leva à nouveau Graham et libéra son énergie terrifiante, formant un bouclier pour résister à l'attaque imminente de Kudryovka. Son énergie rouge la repoussa même, la faisant reculer sous le choc lorsqu'elle réalisa qu'il avait dévié son coup le plus puissant. D'un regard perçant, Aster sourit et exprima sa gratitude, la remerciant et disant que grâce à elle, il s'était enfin éveillé. Aussitôt dit, aussitôt fait, il se précipita à travers l'épaisse poussière. Voyant cela, Kudryovka fut intérieurement stupéfaite, remarquant qu'il s'était jeté à corps perdu dans la mêlée sans même avoir correctement formé une lame. Elle serra les dents et pensa qu'il était impossible qu'il ait épuisé sa magie lors de sa dernière attaque. Sur la pointe brisée de Graham, une énergie rouge commença à crépiter. Kudryovka songea à la magie inépuisable et inexploitée cachée au cœur des 7 ailes. Alors qu'Aster concentrait toute sa force dans un coup d'épée destiné à la frapper, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas encaisser le coup d'un seul coup, mais que pendant un bref instant, il ne maintenait pas la forme de la lame, concentrant plutôt toute sa magie dans le moment précis de l'attaque. Après avoir échappé de justesse à ce coup, Kudryovka rit et fit remarquer qu'il avait réussi à trouver une idée, même s'il était un peu simplet. Cependant, Aster la coupa,
déclarant que cette seconde vie dans laquelle il s'était retrouvé par hasard était une chose qu'il n'avait absolument aucune intention de gaspiller. Libérant l'énergie des 7 ailes derrière lui, il souligna que cela s'appliquait également à ce pouvoir, à l'épée, à la famille, à tout. Pensant au vicomte Aifried et à sa femme, ainsi qu'à ses 5 sœurs aînées, Aster affirma que, peu importe ce qu'il avait acquis, il avait toujours eu l'impression de ne rien posséder. Ces paroles laissèrent Kudryova perplexe, qui se demanda ce qu'il entendait par « seconde vie ». Au même moment, Aster concentra son énergie dans son épée et commença à expliquer pourquoi, avant de la brandir vers le haut d'un regard déterminé. Mais avant que le coup ne puisse atteindre sa cible, l'énergie faiblit soudainement et Aster se baissa et disparut de la vue, laissant Kudryovka haletante de confusion. Elle vit alors qu'Aster avait baissé le corps, préparant un autre mouvement, et elle balbutia, incrédule, qu'il disparaissait. Serrant Graham fermement, Aster déclara froidement qu'il ne se retiendrait plus.